Bon, je pense que le constat, il est effrayant. Hein. Je crois que, de toute façon, on est au bord du gouffre. Bon, maintenant, on peut éventuellement, j'imagine, avoir des analyses différentes. Mais l'événement quand même important aujourd'hui, c'est la prise de position commune de notre ministre et de Christian Schmitt, qui est le ministre allemand de l'Agriculture, hein, qui ont rédigé un communiqué commun dans lequel ils demandent quand même clairement la mise en place d'une réduction volontaire et limitée de la production. Bon, il est évident que pour l'instant rien n'est fait, hein, c'est un chemin extrêmement compliqué, extrêmement difficile. Le pire est probable, le meilleur c'est possible, mais il faut qu'on se bouge. Donc je souhaiterais que quelqu'un intervienne dans la salle. Si vous avez des questions, des observations, éventuellement ne pas être d'accord, hein, c'est la démocratie. Ça marche. Bonsoir, je suis un éleveur, je viens de Normandie. Donc le constat est le même qu'ici, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et suite à ça, on a eu une réflexion que ce qui nous gênait à l'heure actuelle, c'est que tous décidés sans nous consulter. Consulter, quand on dit nous, c'est les producteurs en tant que tels. Donc, de ce fait, on s'est dit que, vu le discours que pouvait tenir M. Le Foll, ministre de l'Agriculture, on en pense ce qu'on en veut, mais il est en place aujourd'hui, puis il sera encore au moins jusqu'à l'année prochaine. Donc, il a un discours qui prône vers une régulation des volumes européens. Donc, on estime qu'il est peut-être temps de pouvoir le soutenir. Autrement, il arrive à Bruxelles avec une jambe de bois si les producteurs de lait français ne le soutiennent pas dans cette démarche-là. Il a l'air d'être ridicule par rapport à ses confrères. Donc, on a mis en place un système de pétition volontaire, pas obligatoire, volontaire, un système de pétition qu'on fait passer de ferme en ferme, où les producteurs de lait signent la pétition s'ils souhaitent la mise en place du PRL. Alors, c'est bête comme chou, ça vaut ce que ça vaut. Donc, c'est non, prénom, voilà, c'est une signature par associé, avec l'adresse mail et le numéro de téléphone, si besoin. Et ça permet aussi d'aller voir les collègues. Donc il ne faut pas avoir peur d'aller les voir. Nous, on fait du porte-à-porte. Hein. Et il y a des communes par chez nous, c'est 100% des producteurs. Et on ne parle même plus, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, d'étiquette ou de tendance ou quoi que ce soit. Le lait, il est blanc pour tout le monde. Donc si on arrive à passer au-dessus de ça et à rester au-dessus de la mêlée, on va réussir à avancer. Parce que je pense que l'heure est assez grave pour qu'on puisse se serrer les coudes, se mettre en rang derrière le Foll pour imposer à l'Europe la régulation des volumes. Étant donné qu'en plus, la France est quand même la première force européenne agricole. Donc quand on voit les pays qui sont ralliés, on peut se dire, bah, c'est des petits pays. Si on additionne tous les volumes de lait produits à l'année, ça représente 45% du volume européen, sans compter l'Allemagne. Alors si l'Allemagne abonde dans ce sens-là, on a de fortes chances de pouvoir l'appliquer. Après, c'est ce que disait Romuald, il faut être très vigilant de la manière dont ça va être appliqué. Autant de nous faire croire qu'il n'y a que nous les Français en difficulté. Hein, ça, vous l'avez entendu dans les médias, je ne sais pas lesquels, hein, comme quoi on avait des problèmes de compétitivité. Hein. Donc, vous, les producteurs, vous avez, moi, j'ai des problèmes de compétitivité. Ben, je vais vous dire franchement, ça commence à me gaver. Moi. Ça commence à me gaver, mais sévère. Hein. Donc, il fallait, dans le système où on voulait nous entraîner, là, on nous disait, ah ouais, les Hollandais sont plus compétitifs, les Danois sont plus compétitifs. Mais vous avez bien vu, tout le monde crève partout, ça crève partout. C'est la même situation partout. Donc la différence qu'il y a aujourd'hui par rapport à 2009, c'est qu'on sait la vérité. Hein. Bon, je pense que tout le monde a fait un pas dans la compréhension des choses. L'UMP, je pense que tous les syndicats ont fait un pas, tout le monde. C'est une évidence absolue. Donc on a la possibilité aujourd'hui, je pense, honnêtement, on a la possibilité de changer les choses. Maintenant, pour que ça puisse se faire, il faut qu'on ait le soutien évidemment de nos politiques. Ça c'est la moindre des choses, donc il faut soutenir hein, notre ministre. Et il faut aussi que nos chambres d'agriculture, il y a André qui est là. J'espère que tu vas prendre la parole, André, parce que il est important que les gens qu'on a élus, démocratiquement, c'est la démocratie, hein, je pense qu'il est important que les gens qu'on a élus soutiennent ce mouvement-là. Parce que l'échec, il est tellement douloureux que si on ne soutient pas le PRM, si on ne soutient pas la régulation, eh ben, on va devoir assister à des enterrements. Hein, la situation, elle est là aujourd'hui. Hein. Donc, André, si tu veux bien réagir. Bien, tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous.
Donc, vous dire que d'abord, j'ai apprécié quand même les propos qu'a tenu Romuald Chabert, parce que je considère qu'il a porté le débat là où il le faut, c'est-à-dire au niveau européen. Après, vous dire aussi que malheureusement, ici, on est sur la production laitière, mais vous n'êtes sans doute pas non plus sans savoir que ce n'est pas la seule production qui est en crise actuellement, notamment la production porcine que je fais également. Donc c'est quand même très compliqué le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Alors après, sur le lait, moi je pense qu'en fait, on a eu tort peut-être dans les années passées d'être entre nous et de se regarder entre nous, et considérant que les solutions étaient ici avec nous. Parce qu'on voit bien que là, sur les éléments que nous a présentés M. Chabert, là, quand il a dit que c'est l'Europe, effectivement, qui produit en plus, et c'est tout à fait juste, après, dans la définition de l'Europe, ou plutôt dans la présentation des pays, il n'est pas allé peut-être tout à fait jusqu'au bout, à savoir que c'est plutôt les pays du nord de l'Europe, dont le sien, qui ont surtout produit davantage. Et par rapport à ça, c'est le constat que l'on fait. Maintenant, sur la solution, je crois qu'on est tous d'accord, ou du moins j'espère ici, c'est que pour qu'on s'en sorte, c'est de toute façon par les prix à la production. Que ce soit sur le porc, que ce soit sur la volaille ou le lait, c'est par là qu'on s'en sortira. Et pour le faire, le constat qu'il fait également, il est tout à fait juste. Sur les marchés, entre la loi de l'offre et la demande, on connaît ça depuis déjà des années. Comme aujourd'hui, il n'y a plus aucune politique agricole, je dis ça comme ça, à l'échelle européenne, pour réguler un tant soit peu les marchés, voilà, on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Alors maintenant, comment je vais vous dire, les discussions, je considère qu'aujourd'hui, elles avancent quand même. Elles avancent quand même, et c'est ce qu'il a dit aussi. Par contre, je t'avais dit, Christian, il y a 15 jours, j'ai eu l'occasion, et là on était sur le port, mais en aparté, d'échanger avec notre ministre de l'Agriculture. Je lui ai quand même posé la question, clairement, par rapport aux discussions qu'on a là, où, voilà, globalement, on est plutôt en phase. Mais est-ce que, sincèrement, vous y croyez, monsieur le ministre? Voilà. Et à l'époque, c'était il y a 15 jours, donc il me disait effectivement qu'il devait rencontrer son homologue allemand, c'est ce qui a été fait là ces derniers jours, qu'il devait également aller dans d'autres pays, et qu'il m'avait répondu clairement qu'en fait on pouvait le faire de deux façons. Soit le faire de façon privée quelque part, et c'est un peu l'exemple de Friesland Campina, donc aux Pays-Bas là, où une coopérative, donc choisit de réduire sa production à un moment donné sur des volumes, enfin là j'ai pas tous les détails, mais c'est le principe d'une régulation privée. Donc ça c'est des choix, on va dire, que peuvent faire les uns et les autres. Par contre après, sur le principe d'une régulation à l'échelle européenne, j'ai perçu, moi j'ai perçu, et quand je lis au travers ce qui est aujourd'hui dans la presse, que c'est quand même plus compliqué que ça n'a l'air dans les articles de presse que j'ai pu voir. Parce qu'il me disait clairement que certains pays du nord de l'Europe, ils ne veulent pas entendre ça. Alors maintenant, moi je ne sais pas, est-ce qu'il pourra, c'est pour ça que je pose la question à M. Chabert, parce que quand il disait tout à l'heure que dans son pays, certains producteurs malheureusement cessaient l'activité parce qu'ils n'en pouvaient plus, mais que d'autres continuaient. Donc maintenant, moi je ne sais pas, est-ce qu'il représente les producteurs qui, je ne sais pas comment dire ça, sont plutôt en déperdition, et qu'il y a d'autres qui pensent que demain tout va aller bien encore pour eux dans son pays. Moi je ne sais pas, c'est pour ça que je pose la question. Voilà, mais ça m'inquiète quand je vois ça, parce que si je fais le parallèle avec la production porcine, moi je peux vous dire, sur la production porcine, moi c'est un pays qui est là pour le coup au sud de l'Europe, c'est l'Espagne. J'ai pu visiter ces élevages. Le meilleur d'entre nous ici en Bretagne, on ne pourra pas résister face à des trucs comme ça. On ne pourra pas. Donc si on ne peut pas, un tant soit peu, avoir une véritable politique à l'échelle européenne, je dis bien, on va pas être bien. On va pas être bien. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très bien ce qui a été présenté, mais maintenant après faut être lucide, quoi. Faut pas. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Ja, ganz herzlichen Dank für die Nachfrage. Wir haben ja jetzt mittlerweile Merci pour cette question. Je pense que la situation actuelle montre clairement qu'effectivement ce ne sont pas seulement les producteurs laitiers qui sont en crise, mais les prix du porc sont aussi en chute libre, les prix des céréales ne sont pas bons non plus. Donc si on veut être honnête, il faut dire que la libéralisation des marchés
n'a pas marché. Ce n'était pas un succès et ça nous a menés dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Es sind zwei wichtige Fragen gestellt worden. Wie können die Betriebe immer noch weiter produzieren? Une question, c'était comment certains peuvent encore continuer vis-à-vis à cette situation. Eh bien, simplement parce que les banques continuent à leur donner des crédits supplémentaires. Donc, les exploitations qui reprennent les cheptels des autres exploitations qui arrêtent, eh bien, elles prennent des crédits supplémentaires. C'est le cas en Allemagne, mais pas seulement, aussi aux Pays-Bas et surtout au Danemark. En fait, au Danemark, la situation est telle que par kilo de lait produit, l'endettement moyen est de 3,8 euros donc par kilo. En moyenne. C'est-à-dire que ces pays-là, ces exploitations-là, sont dans une situation où tout est prêt à exploser, il suffit que les intérêts augmentent et tout va exploser. Bien, avant de passer à notre question, enfin, j'espère qu'il y aura d'autres questions, pour te répondre, André, succinctement, le but n'est pas de polémiquer, mais loin de là, mais pourquoi les pays d'Europe du Nord, effectivement, tu as raison, ont augmenté leur production? Parce que déjà, c'est pas les éleveurs qui décident, ils ont de tels niveaux d'endettement qu'ils ne décident plus rien depuis longtemps chez eux. Hein, et puis c'est effectivement, là tu as raison, c'est aussi des habitudes politiques qui sont plus libéraux que nous. Maintenant, des libéraux, il y en a partout, hein, chez nous il y en a aussi, hein, ça existe partout. Ensuite, également, une chose importante, je crains que cette situation la situation qui fait que les éleveurs ne seront plus pas trop chez eux. Si on continue comme ça, on va s'installer chez nous. Regardez ce que propose Agrial. Hein? Donc Agrial ou Triskaïa, ils sont en train de nous proposer l'argent qu'ils nous ont volé. Excusez-moi. Hein? Bon, non mais on est dans le début de ce système-là quelque part. Alors on peut rester arc-bouté sur des positions. Mais là, les choses sont tellement graves. Après, effectivement, tu as également raison de dire qu'on peut imaginer une régulation privée ou publique. Hein. Personne ne dit, André, que c'est facile. Surtout pas moi. Hein, ni personne ici dans la salle ne le pense. Mais là, on est face à une telle situation que si on ne fait rien, c'est sûr que là c'est la cata totale et garantie. Quoi. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a une autre question. Je me présente, Alain Quélec. J'étais producteur de lait pendant 30 ans. Et j'ai arrêté l'année dernière parce que j'étais à la fois maire et j'arrivais pas à faire les deux. Et ensuite, j'ai été élu au conseil régional. Je suis conseiller régional. Je voudrais juste dire une chose ce soir. Toute ma carrière, j'ai été un tenant de la régulation. Toute ma carrière, j'ai essayé de me battre pour ça. Et donc, voilà, je crois que la situation de la production laitière, je la connais assez bien. Je voudrais juste dire une chose. C'est que si les agriculteurs ne sont pas d'accord entre eux, c'est impossible pour les politiques de défendre quelque chose. Et je voudrais vraiment insister là-dessus. Je me suis fait engueuler par Christian, il me dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Très amicalement. Il me dit « Qu'est-ce que tu fais à Rennes? Qu'est-ce que tu fais à la région ?» Il a raison. Moi, je dois faire mon boulot. Mais la condition pour que je fasse mon boulot de politique aujourd'hui, c'est qu'il faut que les agriculteurs aient un discours commun. Et je voudrais vraiment insister là-dessus ce soir. Si on n'est pas d'accord pour dire oui, il faut de la régulation, oui, il faut des outils, ça ne sert à rien à ce qu'on fait là. Si les politiques... Je termine mon propos et après je vous laisse. Mais même si on est d'accord entre nous, autour de la salle là, il y a encore 26 à convaincre. C'est les plus durs, malheureusement. Même si on est tous d'accord, ça pose aucun problème dans la salle. Même si on est sur le même pied d'égalité. Premièrement, on a gardé nos quotas. On est tous sur le même pied d'égalité. Maintenant, c'est les autres pays qu'il faut arriver à convaincre. Et malheureusement, c'est ça le plus dur. C'est en cours, il faut ouais, c'est en cours. Mais si on va réduire les pays qui ont augmenté de plus de 30%, ouais. Ou 40%, on va diminuer de 2% pour tout le monde. C'est-à-dire que nous, on va diminuer parce que d'autres ont agrandi beaucoup plus. Donc, par rapport à la régulation des volumes par le programme de responsabilisation face au marché, personne ne sera obligé de réduire les volumes.
ceux qui souhaitent réduire leur production, ils auront un bonus, que ce soit en France ou dans un autre pays. Zu den Ausführungen vom Politiker möchte ich sagen, c'est bien de dire qu'on doit parler dans une voix, mais j'aimerais bien relativiser ça un petit peu et dire peut-être que ce serait bien de parler dans une voix si possible, parce que si on en arrive déjà là, on sera déjà beaucoup mieux que les politiques qui, eux, parlent à 10 voix différentes. Donc, et de toute façon, si on parlait tous de la même voix, on ne serait pas dans une démocratie, mais dans une dictature. es ist schon in der Verantwortung der Politik, Oui, c'est tout de même la responsabilité des décideurs politiques de regarder, voir qui demande quoi, qui veut quoi, et ensuite voir ce qui est aussi acceptable au niveau de la société. Si on nous dit qu'il faut seulement d'abord parler en une voix et ensuite on fera quelque chose, ça c'est trop facile, ça je ne me permets pas qu'on le dise. L'Europe porcine, vous avez mis un genou à terre, l'Allemagne, les Danois ont quitté carrément leur abattoir pour faire tuer chez vous. Nous ici on est très mal aussi. Concernant la TVA, vous êtes quand même vous êtes en retard sérieux, vous volez l'Europe autrement dit, puisque vous ne remboursez pas la TVA que vous devez. Ça c'est un dossier qui est porté notamment par la Bretagne contre vous. Alors c'est vrai, tout l'exposé que vous avez fait, il est intéressant, il est partagé par tout le monde, certes, partagé par tout le monde, mais les solutions, nous on les verra pas venir. Vous êtes un pays industriel, vous avez une boutade en Allemagne qui dit « nous on commande, les Français ils obéissent ». Il n'y a pas question de... C'est pas une question. Pas mal peut-être. Mais c'est... On y est. La guerre économique, c'est une guerre économique, quoi que vous en soyez. Vous vous mettez à part, vous voulez mettre les producteurs à part, or les industriels... Les uns contre les autres. Non. Une guerre, ça se gagne par des alliances de résistance. Exactement. Non pas par des compétitions. Oui, mais on est d'accord. Il faut arrêter, on va dans le mur si on continue comme ça. Si tu continues à dire que les Allemands sont des cons, on va dans le mur. S'il vous plaît. nein, ich finde das überhaupt nicht schlimm, was der Je Kollege voudrais gesagt hat. répondre à ce qu'a dit notre collègue. Je ne trouve ça pas du tout grave ce qu'il dit là. En Allemagne aussi, parfois on dit que les Français ont certains avantages, qu'ils ont des coûts moins élevés, que c'est nous les cons, etc. Ça se fait dans tous les pays. Il faut tout simplement faire attention qu'on ne nous laisse pas monter les uns contre les autres et que ça soit mis en avant. Ich möchte nur zwei Beispiele nennen und ein Beispiel ist, dass in Deutschland Je voudrais encore donner deux exemples. Le premier, c'est que effectivement en Allemagne, on pratique des salaires bien en dessous du niveau adéquat, entre autres dans le secteur des abattoirs. C'est pour ça que les Danois viennent faire abattre leurs animaux chez nous, pas à cause de la TVA. On a des salaires, on utilise des salaires très bas en payant des personnes venues des pays de l'Est à des salaires dérisoires et c'est vraiment scandaleux. Mais d'un autre côté, on a d'autres coûts qui sont plus élevés qu'en France et le contraire aussi, il y en a qui sont moins élevés. Je pense que finalement, les différences ne sont pas si grandes. Et pour vous dire la situation en Allemagne, par exemple, on n'a plus assez de porcelets, donc il faut qu'on importe des porcelets du Danemark. Parce que simplement il y a beaucoup de producteurs de porcelain qui ont dû cesser leur activité. Donc la situation est vraiment difficile. Et tout ça, ça vient de par cette idéologie, l'idéologie de la libéralisation. Et c'est encore vraiment pire que le fait que l'Allemagne soit un pays
industrielle. La France aussi est un pays industrialisé. Donc c'est vraiment cette idéologie qui détruit tout. Je voudrais juste faire une remarque. Moi, hier, j'ai un gars au téléphone qui m'a appelé, un gars du sud-ouest, et qui me demandait comment ça se passait ici en Bretagne. Et donc il m'a expliqué sa situation. Il vend du lait en ce moment, lui, à 210 € la tonne. Et la laiterie Sodial, entre autres, leur font du chantage en leur disant si vous ne travaillez pas, si vous ne produisez pas, c'est pas grave, ce sont les Bretons qui le feront. Et nous, on nous dit c'est l'Allemagne. Et là, les Allemands, ce seront les autres, ce sont les Irlandais. C'est toujours une course, on met tout le monde les uns contre les autres, même dans notre propre pays. Donc, il est absolument important que nous reprenions le contrôle de la production, nous, les producteurs. Si on laisse les industriels mener la régulation, et c'est exactement ce qu'ils veulent, et c'est pour ça aujourd'hui qu'ils laissent la surproduction mettre en place pour nous assécher nos trésoreries, nous mettre la corde au cou, et une fois qu'on sera arrivé au bout du bout, ils nous proposeront la contractualisation. Et là, on ne pourra plus rien faire. Et ça commence avec Agrial, avec Triskalia, qui commence à mettre ça en place. Donc il est absolument impératif de demander la régulation et qu'elle soit gérée par nous. On aura la régulation, mais avant d'avoir la régulation, on va laisser la surproduction faire des ravages auprès de nous. Et lorsqu'on sera coincé, et tant qu'on sera désunis, on sera coincé, ensuite on n'aura plus que la contractualisation, on ne pourra plus bouger. On travaillera pour rien. Les Danois, ils sont à 20 000 € de dette par vache en moyenne. Et moi personnellement, je ne connais pas une vache qui puisse payer ces 20 000 € de dette. Les gars, ils sont ruinés. C'est simple, ils sont ruinés. Donc ils travaillent. Et vous savez comment ça se passe, les agrandissements? Je vais vous expliquer rapidement. On vient voir un gars, on lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu prends ton voisin. S'il n'est pas d'accord, c'est pas grave, la prochaine fois, c'est toi qui disparaîtras. Et les gars, ils ne discutent pas. Ils prennent rendez-vous à la banque, et les dettes sont étalées, arrangées, bidouillées. Et pourquoi ils font ça? Alors que le système, il a explosé. Pourquoi ils font ça? Uniquement pour sauver les industriels, pour préserver les volumes de production, pour préserver leur outil de travail. Ils veulent de la marchandise à pas cher. Ils veulent avoir la mainmise dessus. C'est ça qui se joue aujourd'hui en Europe. C'est les industriels qui veulent avoir les outils de production. C'est aussi simple que ça. Alors on peut se battre, reprocher aux Allemands, reprocher aux Lituaniens, reprocher aux Irlandais. Tant qu'on veut, ça ne servira à rien. Ils ont des problèmes, on a des problèmes. Il faut qu'on s'unisse tous pour demander, pour maintenir la production, pour avoir la mainmise sur la production. Si on n'arrive pas à avoir la mainmise sur la production, on est mort. C'est simple, on est mort. Et si nous on meurt, tout le tissu social et économique autour de nous va disparaître. Il ne s'agit pas de sauver uniquement les paysans, il s'agit de sauver les paysans, tous les gens qui gravitent autour de nous, et ils sont là ce soir, toutes les communes, il y a des maires dans la salle ce soir qui sont là parce qu'ils sont en train de voir leur commune qui est en train de disparaître et qui va mourir. Alors il faut simplement qu'on choisisse, soit on va se battre en faisant une espèce de compétition, on est mort d'avance, ou alors on s'unit, on reprend la main sur la production, et là on s'en sortira, et on sauvera un maximum de paysans, et on pourra installer des jeunes. Simplement, il faut choisir, il faut mettre de côté nos querelles syndicales, c'est dérisoire, c'est ridicule, il faut juste choisir. Ouais. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit tous d'accord. Quand on parle de régulation, j'insiste, je redis ça, il ne s'agit pas de baisser uniquement la production. Il s'agit de s'adapter au marché. Ça va à la baisse quand il y a trop de lait. Le marché mondial est déficitaire. Mais Il faut savoir ce qu'on peut vendre, ce qu'on peut vendre. S'il y a besoin de produire, il faut savoir accepter de produire plus. Mais s'il y a besoin de baisser, pour retrouver du prix, il
faut accepter de baisser, tous ensemble. C'est aussi simple que ça. La régulation, et ôtez-vous ça du crâne, la régulation, ce n'est pas que la baisse de la production systématique. C'est une modulation à la baisse comme à la hausse. Il faut bien comprendre ça. C'est à la baisse comme à la hausse pour avoir du prix. Tous ensemble. Et évidemment, tous ensemble. Il est là pour ça. Vous expliquer que c'est au niveau européen en premier qu'il va falloir faire. Tous ensemble, évidemment. Pas que les Français, ça n'aurait aucun sens à ce moment-là. Mais c'est tous ensemble. Au niveau européen. Je voudrais quand même te répondre sur le marché mondial, parce que tu as posé la bonne question. C'est le mythe du marché mondial. Le marché mondial, c'est à peu près 60 milliards de litres. Hein? 60 milliards de litres. L'Europe, c'est 150 milliards. Hein? C'est 60 milliards de litres. Le problème, c'est qu'on confond augmentation de la consommation mondiale et augmentation du marché mondial. C'est pas la même chose. L'augmentation de la consommation mondiale, c'est à peu près, suivant les années, c'est 15 milliards, 15 à 17 milliards de la consommation. Mais il y a des pays qui sont autosuffisants, qui développent leur production laitière. Donc si tu augmentes, si tu parles du marché mondial, c'est les fameux 60 milliards. On a bien vu, les chiffres sont là. On a augmenté la production européenne d'aller de 8 à 10 milliards. On a tout foutu par terre. Alors maintenant, si on veut faire la compète avec nos amis, pardon, nos ennemis, parce qu'il faut qu'on ait des ennemis, avec nos ennemis, comment dire, en Nouvelle-Zélande, là, les mecs, on va déguster. On a bien vu que, finalement, c'est nous, l'Europe, qui sommes responsables de la surproduction. Et là, tu as quand même raison, les pays d'Europe du Nord sont plus responsables que la France. Mais on a la chance, quand même, d'avoir, au niveau européen, une structure qui s'appelle l'EMB, où il y a des paysans de tous les pays. Juste pour info, dans l'EMB, il y a des mecs qui ont 25 ou 30 vaches, mais il y a des mecs qui ont 200 ou 300 vaches aussi. Hein? Et c'est pas pour autant qu'on n'est pas capable de s'entendre sur un tronc commun. Tu feras circuler. J'ai 3 plans, donc j'ai les animateurs qui sont là, je vous remercie d'être présents. Il y a le tableau de l'ordinateur, on arrive à lire, on comprend, et il y a la vache qui est à côté avec son lait équitable. On n'en a pas parlé à un seul moment. Et moi, j'arrive pas à comprendre ça, que dans l'urgence d'aujourd'hui, pour moi, c'est là qu'il faut mettre l'accent. Tout ce qui a été dit, c'est ok, mais combien de temps ça va mettre? Combien de temps on va mettre pour mettre ça en route? Combien de mois? Années. Alors que pour moi, là, tout de suite, c'est un lait équitable. Nous sommes les seuls, la seule profession à accepter de vendre à perte. J'arrive pas à comprendre ça. Moi, ça me démonte complètement. Et à ce moment-là, en face de nous, il n'y a pas 36 personnes, il y a juste les collecteurs. Point. Là, tout de suite, dans l'urgence, on devrait être capable de réagir à ça. Quand je vois le tableau que vous nous avez présenté, où il y a le prix d'achat et le coût de production en face, coût de production que je n'ai pas totalement compris, mais on voit très bien que les coûts de production sont partout supérieurs au prix d'achat. Purée, mais ça fait exploser. C'est pas acceptable qu'on se laisse détrousser comme ça. On se laisse vraiment détrousser. Jean-Paul Frigent, donc je suis administrateur à Sodial, producteur de lait à la Chapelle-Neuf. D'abord, j'ai pas le sentiment que quand je m'engage dans la COP, je fasse autre chose qu'essayer de défendre les intérêts du producteur. Par contre, vis-à-vis de tout ce qui se passe, moi je pense qu'on a tous envie de la même chose. Moi j'ai le même cours de résultat que vous. Mes indemnités d'administrateur me payent un salarié pour le temps que je passe à l'extérieur. Donc, j'ai pas l'impression que je vis autre chose que vous. J'ai pas l'impression que les mecs du Sud-Ouest qui représentent les producteurs ont d'autres envies que de voir des producteurs heureux. Par contre, maintenant, je veux rebondir sur la lucidité. Les gars, on a 2 solutions. C'est le 14 mars, la commission. Le 14 mars, soit il y a des décisions qui sont prises pour réguler les volumes par rapport à l'effet offre-demande, soit c'est la loi de marché qui va s'appliquer. Et la loi de marché, ce sera nous qui en ferons les frais. Certains d'entre nous, pas tous. Et moi, je ne veux pas accepter cette loi de marché. Donc, en effet, je serais plutôt partisan, et c'est ce que j'essaie de défendre tout le temps,
qu'il y a une régulation dynamique des volumes en Europe en fonction de l'offre et de la demande. Voilà, c'est tout. Après, je pense qu'on a tous notre part de raison dans la façon dont on aborde les sujets. Mais si on laisse la loi de l'offre et la demande faire le ménage, c'est le ménage en effet qu'elle va faire. Voilà. C'est la lucidité. Je voudrais juste savoir, si tu es pour la régulation par les industriels ou par la commission? Non, par les politiques. Parce qu'il n'y a que eux qui feront. Autrement, j'essaie de répondre un peu plus largement à ta question, parce que, en effet, autrement, de toute façon, on verra bien que l'intérêt des entreprises n'est pas le même. Voilà. Donc, elles s'opposeront. Et comme elles sont sur le même marché, elles ne feront pas la même chose. Et elles ne se mettront pas d'accord. Parce que d'abord, la loi leur interdit. Et donc, forcément, c'est le vide politique qu'on a autour de nous qu'il faut combler. Après, moi je veux vous dire sur la lucidité. On a à notre initiative essayé de rencontrer toutes les côtes d'Europe, du Nord, de France, du Sud, de Navarre. Donc on en a rassemblé 8 autour de la table qui représentent à peu près 40% de la collecte européenne. Quand on leur parle de régulation, excusez-moi du terme, mais ils nous rigolent au nez. Non, je suis pas d'accord avec toi. Non, mais ça après, moi, je vais pas refaire la politique qui était adoptée avant que j'y sois. Et je suis pas là pour faire. Par contre. Jean-Paul, il faut quand même parler de son part. Est-ce qu'une coopérative, moi je fais partie de 3 petites laiteries qui ont été regroupées à Elena, qui font partie de Triscalia. Triscalia fait partie de l'AITA, avec Terena et Evin. L'AITA, c'est une SAS. Est-ce que c'est normal, aujourd'hui, qu'une coopérative avec des avantages fiscaux finisse en SAS? Je pose la question. Parce qu'aujourd'hui, personne n'a parlé de ça. Aujourd'hui, il y a des financiers qui sont dans la filière, et c'est des véritables sangsues, qui se rémunèrent à 15% sur la filière. Et ça, personne n'en a parlé. Aujourd'hui, c'est ça, une coopérative devrait être une identité unique et indivisible, et qui appartient aux producteurs, et non pas à des financiers. Alors, moi, j'ai pas de jugement à porter sur l'État. On cautionne ça quand même, tu devrais prendre ta plume quelquefois et marquer. Par contre, je suis d'accord avec ta définition, mais moi j'ai pas de jugement à porter. C'est de l'ingérence. C'est à vous, chez l'État, de faire ce que vous avez à faire. C'est pas. Moi j'ai pas de jugement à porter. Par contre, je suis qui m'a interpellé. Qu'est-ce qu'il a dit, le directeur de l'AITA, qu'il allait nous éduquer? Ça, je veux pas rentrer là-dedans. Il veut nous éduquer, c'est-à-dire que ceux qui ne vont pas tenir, les voisins vont le reprendre comme salariés. Mais moi, je n'ai rien à dire à l'AITA. Je suis un apporteur privé à Triscalia. Non mais, vous vous rendez compte un peu du système qui après appartient à l'AITA. Triscalia appartient à une SAS. On démarre avec un privé, on passe dans une coopérative et on finit avec une SAS. Et Sodial, c'est exactement la même chose. On va passer la nuit à discuter, on va clore le débat, c'est très intéressant. En conclusion de la soirée, d'abord je vous remercie tous d'être venus, d'avoir participé au débat. C'est très positif et j'espère que ça va continuer à débattre entre vous. Pour conclure, donc on va, en hommage à tous les gens, tous les agriculteurs qui ont disparu tragiquement, on va passer une petite chanson et après on se retrouve derrière les estrades pour boire le pot d'amitié. Ah mais c'est même ici. C'est devant l'estrade. Voilà. Donc on peut... Voilà. Merci à tous, bonne soirée, et puis à très bientôt. Et on boit un coup après. Hein.